Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Avant de commencer la vidéo, je tiens à remercier celles et ceux parmi vous qui ont pris le temps de répondre au petit sondage que j'ai proposé. Le but était bien sûr de connaître quelque peu vos habitudes, mais également de rigoler. N'hésitez pas en commentaire à me proposer d'autres sondages à faire, dans lesquels bien sûr je proposerai toujours quelques réponses idiotes. Nous allons ici revenir sur la relation entre deux espèces déjà évoquées précédemment, d'une part l'orchidée Angraecum sesquipedale, surnommée orchidée de Darwin, et d'autre part son pollinisateur, le papillon sphinx Xanthopan morgani predicta, également surnommé le sphinx de Wallace. Je ne peux que vous conseiller grandement de voir ma précédente vidéo parlant plus en détail de ces deux espèces, ainsi que l'histoire extraordinaire de la prédiction, ainsi que la description précise qu'Alfred Wallace avait fait du papillon à partir de la fleur de l'orchidée. Vous avez donc le lien vers cette vidéo qui s'affiche actuellement, mais que vous pourrez également retrouver en description. Les orchidées présentent une relation très particulière avec leurs pollinisateurs. Alors que de nombreuses plantes produisent des quantités phénoménales de pollen qu'elles libèrent aux 4 vents dans l'espoir d'avoir une descendance, certaines plantes ont développé une stratégie faisant appel à des intermédiaires, les animaux. Grâce aux fleurs renfermant un nectar sucré présentant un attrait particulier pour ces derniers, les plantes vont ainsi se reposer sur la mobilité de ces derniers et sur leur volonté d'accéder au précieux nectar afin d'agir de façon active sur la pollinisation. En effet, en cherchant le précieux liquide, les insectes vont se recouvrir de pollen, et en visitant d'autres fleurs pour continuer à se délecter du nectar, ils déposeront le pollen sur les fleurs suivantes. Mais alors que les plantes laissent de nombreux animaux avoir accès au précieux liquide afin de maximiser leurs chances d'avoir une descendance, les orchidées sont elles beaucoup plus sélectives. Elles vont généralement développer une relation spécifique avec un seul pollinisateur, et cela aboutit alors à un cas assez spécial de coévolution, les deux espèces ayant une interdépendance forte. Toute modification de l'une entraînera en réponse une modification de l'autre afin de s'y adapter. C'est le cas ici de notre papillon et de notre orchidée. Pour s'assurer que notre sphinx repart bien avec le précieux pollen, qui forme de petites boules appelées pollini, notre orchidée a développé une stratégie auquel son nom latin de sesquipedale fait référence, produire du nectar au fond d'un éperon long d'environ 30 cm avec un diamètre interne de seulement quelques millimètres. Le précieux liquide est ainsi hors de portée des pollinisateurs traditionnels, qui délaissent alors cette fleur ne présentant à leurs yeux aucun intérêt. Seul le papillon de Wallace, qui possède ce que l'on appelle vulgairement une trompe, mais qui est en réalité un proboscis, extrêmement long puisqu'il dépasse la taille du corps de l'animal et atteint une trentaine de centimètres, peut atteindre le précieux nectar. On est alors en droit de se poser une question ô combien importante, pourquoi l'orchidée rend-elle la vie si difficile à son pollinisateur? Pour y répondre, un article publié en 2008 s'est intéressé à l'interaction étroite entre les deux espèces, simulant sur plus de 10 000 générations les évolutions possibles de ces dernières. La raison de ce trait phénotypique si particulier est que, pour l'orchidée, forcer ainsi le sphinx à plonger son long proboscis dans l'éperon augmente exponentiellement la probabilité que les pollini puissent se retrouver sur notre lépidoptère. Or, la reproduction est la raison unique d'existence de ces fleurs. La conséquence logique est que munir ces dernières d'un long éperon augmente considérablement les chances de reproduction de la plante, ce qui est en soi une bonne chose pour cette dernière. Néanmoins, avoir un éperon aussi long va rendre la tâche de collecter le pollen et donc de repartir avec les pollini assez compliquée pour le sphinx. Il doit en effet se poser sur la fleur afin de localiser l'entrée de l'éperon sur cette dernière et vérifier qu'il reste bien du nectar à l'intérieur avant de prendre son envol pour dérouler son long proboscis, viser à plus de 30 cm de distance l'entrée de l'éperon de quelques millimètres de diamètre afin d'atteindre le précieux nectar qu'il pourra boire. Lorsque le nectar est bu, le sphinx reprend alors son envol pour retirer son proboscis, procédure qui permet à ce moment-là aux pollini de s'accrocher à ce dernier dans l'espoir de féconder la prochaine fleur visitée par notre lépidoptère. Mais toute cette procédure mise en place pour boire quelques gouttes de nectar est non seulement longue, mais également coûteuse énergétiquement pour notre papillon. Dans la nature, il existe cependant une certaine variabilité phénotypique de la longueur du proboscis au sein de l'espèce, ceux possédant un proboscis plus long vont alors pouvoir boire une plus grande quantité de nectar lorsqu'ils se poseront sur une fleur. Étant donné qu'ils ont accès à plus de nectar, ils auront ainsi plus d'énergie à dépenser dans leur survie et dans la reproduction, permettant à ces derniers d'avoir une descendance plus importante, augmentant de facto la longueur moyenne du proboscis au sein de l'espèce. On pourrait croire que cet avantage permettant un accroissement substantiel de la population du sphinx arrangerait notre orchidée, puisqu'elle trouverait alors beaucoup plus de pollinisateurs pour la servir. Malheureusement, dans cette histoire, chaque espèce n'a d'intérêt que pour sa propre survie, malgré la dépendance qui les unit si fortement. En effet, un proboscis plus long permet bien à notre sphinx d'avoir accès à plus de nectar.
Mais la conséquence directe de cette élongation est que les pollinies vont mécaniquement se coller d'autant plus bas sur le proboscis que ce dernier est long. Or cela n'arrange pas du tout notre plante qui a besoin idéalement que ces pollinies soient situées le plus proche possible de la tête de notre papillon afin de diminuer grandement le risque de décrochage de ces dernières par frottement lorsqu'il sera enroulé ou déroulé, augmentant ainsi la probabilité de se retrouver sur la partie femelle de la prochaine fleur, permettant la pollinisation de cette dernière et la venue d'une prochaine population d'orchidées. Chez les sesquipédalées, il existe également une variabilité phénotypique de la longueur de l'éperon au sein de l'espèce, et il s'opère alors une sélection en réponse à celle du sphinx. Les fleurs présentant un éperon plus long, forçant ainsi le papillon à enfoncer sa tête beaucoup plus profond dans la fleur pour avoir accès au maximum de nectar, s'assure donc que les pollinies s'accrochent alors au plus près de la tête du pollinisateur. Grâce à cela, ces fleurs possédant des éperons plus longs vont profiter d'un taux de pollinisation plus élevé que leurs semblables possédant des éperons plus courts, ce qui va aboutir ainsi à une meilleure propagation de leurs gènes et un allongement de l'éperon de génération en génération. Et là, normalement, vous voyez où se situe le problème. On a alors une boucle de rétroaction positive où l'allongement de l'éperon des fleurs de sesquipédalées va favoriser celui du proboscis du prédicta, qui va à son tour favoriser celui de l'éperon, qui favorisera à son tour celui du prédicta, et ainsi de suite sans fin. Le nœud du problème est que cette course évolutive à l'allongement des éperons et des proboscis n'est pas sans conséquence pour les deux espèces. En effet, comme nous l'avons vu, la procédure permettant au prédicta de boire le précieux nectar est longue et compliquée. Pendant tout ce temps, en plus de l'énergie dépensée, il est une proie facile pour tous les amateurs d'insectes. Plus l'éperon est long, plus il doit dépenser d'énergie et plus de temps il restera vulnérable à boire le nectar, diminuant ainsi grandement leurs chances de survie et pouvant mener à un état compliqué. Si la population de papillons devient en effet trop faible, l'orchidée ne pourra plus assurer sa propre reproduction grâce à ces derniers. De même, si les fleurs continuent à s'allonger indéfiniment, le papillon se retrouvera alors dans une position délicate où se nourrir va irrémédiablement le mettre en danger de mort. Bien au-delà de cette problématique de l'alimentation, l'allongement incontrôlé du proboscis peut même devenir un handicap conséquent pour le papillon. En effet, plus ce dernier s'allonge, plus il devient compliqué pour le lépidoptère de réussir à viser correctement l'entrée de l'éperon qui se situera toujours plus loin. Il lui faudra donc toujours s'y reprendre un nombre plus important de fois afin de pouvoir s'alimenter. Mais on pourrait même pousser l'idée beaucoup plus loin, où à force de s'allonger, le proboscis finirait par totalement empêcher notre papillon de se poser et de s'envoler correctement. Le sphinx de Wallace serait alors une proie idéale, à la merci de tous les prédateurs, et aurait de grandes chances de disparaître, entraînant dans son sillage la disparition de l'orchidée de Darwin. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que la coévolution de l'orchidée de Darwin et du sphinx de Wallace peut amener à terme à mettre en danger les deux espèces. D'un point de vue purement évolutif, le long éperon de la fleur est un avantage pour sa reproduction, et l'allongement de ce dernier est en faveur de la plante. D'un autre côté, pour le lépidoptère, la pression évolutive favorise l'élongation de son proboscis, lui permettant ainsi de boire une plus grande quantité de nectar afin de compenser l'effort requis pour l'atteindre. Cependant, l'élongation du proboscis va diminuer le taux de succès de reproduction des orchidées, puisque leurs pollinies se collant assez bas sur le proboscis ont une chance moins grande de féconder les fleurs suivantes. Nous rentrons alors dans ce que l'on appelle mathématiquement une boucle de rétroaction positive, où la modification d'un facteur influence la modification de l'autre, qui va à son tour modifier le premier facteur dans le même sens. C'est ainsi que l'allongement de l'éperon va favoriser l'allongement du proboscis, qui va à son tour favoriser l'allongement de l'éperon, et ainsi de suite dans une boucle sans fin. Cependant, le coût énergétique de cette course évolutive est grandement asymétrique. En effet, l'allongement de quelques millimètres de l'éperon est totalement négligeable pour la plante, tant ce dernier représente une part infime de la fleur et de la plante dans son ensemble. En revanche, l'allongement du proboscis rend la vie du papillon beaucoup plus compliquée, puisqu'elle l'alourdit et rend donc son vol plus coûteux, mais fait qu'il est aussi plus difficile pour lui de viser l'entrée de l'éperon, et qu'il est, lorsqu'il se nourrit, une proie beaucoup plus facile à avoir. Comme nous le voyons, la coévolution semble pour l'instant être à l'avantage de la plante, ce qui met en danger la survie à long terme de l'insecte. Alors, quels sont les possibles futurs à cette relation d'interdépendance entre les deux espèces ? De façon optimiste, nous pouvons émettre l'hypothèse que cette course à l'élongation va au fil des générations ralentir avant de les mettre tous les deux en danger. Il faudrait pour cela que la pression évolutive diminue sur la longueur de l'éperon de la fleur, ce qui pourrait par exemple résulter de l'apparition de pollinies collant mieux aux papillons, ce qui est envisageable. Enfin, il existe l'hypothèse pessimiste. Cette course folle pourrait à force mener à la disparition du sphinx de Wallace. Qu'adviendrait-il dans cette hypothèse de notre orchidée ? Elle pourrait dans un premier temps opter pour une reproduction purement végétative, ce qu'elle est déjà en mesure de faire actuellement. En produisant des clones d'elle-même, nul doute qu'elle pourra dans un premier temps assez bien s'accommoder à la disparition de son pollinisateur. Néanmoins, elle pourrait compter sur un nouveau pollinisateur qui ne faisait pas au départ partie de son environnement, l'être humain.
Cependant, laisser sa survie dépendre des humains reviendrait pour elle à laisser les envies et le sens de l'esthétique de l'homme prendre le contrôle sur son avenir. Comme cela a déjà été le cas pour d'autres orchidées avant elle, et de nombreuses espèces aussi bien dans le règne végétal que dans le règne animal, il y a fort à parier que seuls les cultivars plus extravagants les uns que les autres continueront à exister dans le temps. La forme sauvage finirait alors par disparaître en même temps que les derniers représentants de l'espèce dans le milieu naturel. Si l'hypothèse pessimiste vous déplaît, attendez un peu d'entendre l'hypothèse réaliste. L'article scientifique ayant simulé l'interaction entre les deux espèces s'est basé sur des observations actuelles pour extrapoler l'évolution des longueurs du proboscis et de l'éperon sur 10 000 générations. D'un point de vue évolutif, 10 000 générations c'est assez peu. Mais sur une autre échelle de temps, plus parlante pour nous, c'est énorme puisque cela représente environ 10 000 ans. Et 10 000 ans d'un point de vue humain et technologique c'est énorme. La colonisation européenne sur l'île a débuté il y a moins de 150 ans et les écosystèmes endémiques ont alors grandement souffert, si bien que si la situation actuelle continue, entre destruction des écosystèmes et réchauffement climatique, il n'est pas garanti qu'une de ces deux espèces survive encore 10 000 ans. En effet, comme beaucoup d'anciennes colonies, les écosystèmes malgaches ont grandement souffert de l'exploitation non contrôlée pendant la colonisation, mais également des difficultés économiques post-coloniales. En acquérant son indépendance vis-à-vis de la France en 1960, le pays qui est en mauvaise posture tenta de se refaire une santé en vendant au plus offrant ses possessions pour une manne financière à court terme. Actuellement, 3,7 millions d'hectares de terre, soit plus de 6% de la superficie de l'île, appartiennent à des sociétés étrangères pour de l'exploitation agricole ou minière, qui via la destruction des forêts grignotent les terres sauvages. De plus, les difficultés financières du pays, mélangées aux manigances politiques, ont grandement été en défaveur de la protection des espèces endémiques. Le marasme politique des années 2000, ainsi que la crise des subprimes en 2007, aboutira à un coup d'État en 2009 permettant de rebattre les cartes. Les accords signés par l'ancien gouvernement pour la cession de 1,5 million d'hectares à des entreprises étrangères ont été annulés après le dit coup d'État, laissant un peu de répit à la nature. Mais rien ne permet réellement de savoir à long terme ce qu'il adviendra de l'écosystème malgache. En effet, l'économie du pays est extrêmement dépendante des investisseurs étrangers, dont la Chine représente une part toujours plus importante via des forages, des exploitations minières ou encore des entreprises de BTP. Si Antananarivo se laisse amadouer par le soft power pékinois, alors même que les entreprises chinoises ont globalement peu de respect pour les employés et les écosystèmes locaux, la faune ainsi que la flore sauvage de l'île risquent de rapidement en pâtir. Pour inverser la tendance, il faudrait que l'économie malgache se renforce, ce qui reste un objectif très compliqué pour un pays souffrant grandement de la corruption, puisqu'il fut classé en 2019 en queue de peloton à la 158e position sur 181 pays. Tant que la corruption malgache sera aussi prépondérante, la population ne pourra pas convenablement profiter de l'enrichissement du pays, ce qui aboutira forcément à un investissement plus faible dans la préservation des espèces et des écosystèmes qui sont pourtant vitaux à la protection de ces derniers face aux appétits financiers sans limite. Espérons néanmoins que l'avenir ne sera pas aussi noir pour ces deux espèces et que l'homme ne précipitera pas leur disparition avant qu'elles n'arrivent à trouver une meilleure interaction équilibrant leurs relations. Voilà, c'est donc la fin de ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir sur les merdes de l'évolution, abordant la coévolution entre l'orchidée de Darwin et le sphinx de Wallace. Comme d'habitude, je vous invite à partager la vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un prochain épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.